chers amis, je crois que nous allons pouvoir maintenant, avec un retard, nous allons essayer de combler dans la mesure du possible, ouvrir cette première table ronde. Je le ferai de la façon suivante, en une brève introduction tout à fait personnelle. Je m'exprime en mon nom propre et pas en nom même de mon parti. Je dirais ceci: de l'instauration du protectorat en 1912 jusqu'au mouvement du 20 février dans sa réalité d'aujourd'hui, nous embrassons un siècle, et ce faisant, nous opérons un grand écart au sens gymnique qui peut mettre à mal nos articulations, surtout quand on a passé un certain âge. Mais il faut accepter parfois de relever des défis de ce genre. Il n'était pas prévu initialement que je participe à ce séminaire, mais quand mon camarade Christophe Ventura, qui avait un empêchement pour la date revenue, m'a demandé si je pourrais le remplacer comme modérateur, j'ai accepté avec un grand plaisir, malgré les difficultés sémantiques que je pouvais pressentir. Ma rencontre personnelle avec le Maroc, le pays, le peuple et la culture, à l'âge de 20 ans, alors que je n'étais jamais sorti d'Europe auparavant, a été pour moi une expérience qui a bouleversé ma vie, a profondément changé ma vision du monde et jusqu'à mon métabolisme, faisant à jamais de moi, le petit nordique, un homme dont l'horizon indépassable sera celui de la Méditerranée. S'il ne s'agissait là que d'une expérience personnelle, quelle qu'en soit l'intensité, son évocation devant vous n'aurait guère d'intérêt. Mais il se trouve qu'en 50 ans de relation avec ce pays, j'ai accumulé beaucoup de souvenirs qui vont m'aider à évoquer très brièvement, je vous assure, une question qui revient constamment quand on traite de la relation entre la France et le Maroc, et qui est celle de son exceptionnalité. Y a-t-il une exceptionnalité, ou peut-être plus justement une singularité dans cette relation, en particulier durant le moment colonial? Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans ce que je vais être amené à dire, je poserai ce qui suit en préalable. L'entreprise coloniale menée par les principales puissances européennes au XIXe siècle et durant une bonne partie du XXe siècle, notamment par la France, et qui s'est soldée par une décolonisation qui n'est manifestement pas achevée aujourd'hui à bien des égards, est l'exercice organisé d'une violence et d'un arbitraire continu, généré par les rapports inégaux entre des sociétés qui, ayant pu acquérir la maîtrise de technologies avancées, notamment militaires, se sont projetées vers des sociétés qui ne possédaient pas cette maîtrise. Il n'existe pas, à ma connaissance, d'exception à cette règle fondamentale du fait colonial. Globalement et partout, il a été imposé par la force. Où résiderait donc la supposée singularité du rapport colonial entre la France et le Maroc dans ces conditions? Une première piste peut être trouvée dans le fait qu'en 1912, quand la France jette son dévolu sur le Maroc pour parachever sa conquête de l'Afrique du Nord, elle se trouve en présence d'un véritable État constitué depuis très longtemps, ayant une longue histoire dont les racines culturelles sont autochtones, mais aussi orientales, méridionales, africaines donc, et européennes. Écoutons Hubert Lyautey, le théoricien et le fondateur du protectorat, de la domination française sur le Maroc, devant la Chambre de commerce de Lyon en 1916. Je cite: « Alors que nous nous sommes trouvés en Algérie en face d'une véritable poussière, d'un état de choses inorganique où le seul pouvoir constitué était celui du Dey turc effondré, dès notre venue au Maroc, au contraire, nous nous sommes trouvés en face d'un empire historique et indépendant, jaloux à l'extrême de son indépendance, rebelle à toute servitude, qui jusqu'à ces dernières années faisait encore figure d'État constitué avec sa hiérarchie de fonctionnaires, de représentation à l'étranger, ses organismes sociaux, dont la plupart subsistaient toujours, malgré la défaillance récente du pouvoir central. » Fin de citation. Mais je n'évoque pas ici la figure ô combien ambiguë du maréchal Lyautey, parce que, à peu près seul en son temps, il avait pu déclarer publiquement en 1925, peu avant son départ du Maroc, et je cite à nouveau: « Il est à prévoir, et je le crois comme une vérité historique, que dans un temps plus ou moins lointain, l'Afrique du Nord, évoluée, civilisée, vivant de sa vie autonome, se détachera de la métropole. Il faut qu'à ce moment-là, et ce doit être là le but suprême de notre politique, cette séparation se fasse sans douleur.
Fin de citation. Si je l'évoque, c'est à travers le regard d'un anthropologue américain contemporain, enseignant à l'université de Berkeley en Californie, Paul Rabinov, auteur d'un livre passionnant traduit et paru en France en 2006, intitulé « Une France si moderne, naissance du social, 1800-1950 ». Dans cet ouvrage, Rabinov propose un cheminement de l'histoire de la pensée française moderne très original, où la hiérarchie des précurseurs et de ceux qui ont joué un véritable rôle d'éclaireur est très souvent remise en question au profit de personnalités peu connues, telles le statisticien Adolphe Quetelet, l'ingénieur Frédéric Leplay ou le réformateur socialiste Henri Séguier. Mais, surprise, il réserve dans cet ouvrage une place tout à fait particulière à Lyotet, étiqueté de la façon suivante: dandy, aristocrate, militaire et colonialiste. Ayant séjourné à plusieurs reprises au Maroc, Paul Rabinov a pu étudier de près les principes d'action de ce dernier et l'héritage qu'il a légué. C'est sans doute ainsi qu'il a développé l'idée qu'au Maroc et dans quelques autres théâtres de l'expansion coloniale outre-mer, l'entreprise coloniale avait pu constituer un laboratoire de la modernité française, notamment en matière de planification spatiale et d'urbanisme. Pour ceux qui sont allés au Maroc, effectivement, la façon dont a été établi les règles d'urbanisme était d'une modernité totale, puisque les villes marocaines ont été dotées d'un plan d'urbanisme avant même qu'il y en ait en France. Il faut comprendre que cette intuition de Paul Rabinov bat en brèche le sentiment commun qui prévalait très généralement dans les années de la marche vers l'indépendance des protectorats tunisiens et marocains, et plus encore durant la guerre d'Algérie, à savoir que ce monde colonial agonisant que nous combattions représentait le comble de l'archaïsme et que de sa défaite naîtraient des sociétés progressistes établissant avec l'ancienne métropole coloniale une relation nouvelle basée sur l'égalité. Or, ce n'est pas cette relation nouvelle qui a succédé au colonialisme, on le sait, mais le néocolonialisme et son nouveau cortège d'asservissement et d'iniquité. Mon intuition personnelle, qui nécessiterait des recherches approfondies que je n'ai pas menées, est que la vraie, l'ultime modernité avérée de construction politique telle que le protectorat marocain, qui en demeure l'expression la plus accomplie, a en fait ouvert la voie et préparé l'avènement dans les anciens domaines coloniaux de cette modernité monstrueuse et abominable que constituent le néolibéralisme et le néocolonialisme, qui sont devenus nos ennemis communs aujourd'hui. Tel serait, selon moi, l'ultime, le véritable héritage de Lyotet et du protectorat, et peut-être la vraie singularité que nous recherchons. En espérant ne pas avoir été trop long dans cette introduction, je vais donner successivement la parole à M. Abdallah Baroudi, écrivain, poète et exilé politique depuis de nombreuses années en France, qui évoquera peut-être Hubert Lyotet dans sa communication consacrée au temps colonial marocain de la capitulation de la monarchie en 1912 aux accords d'Aix-les-Bains, prélude à l'indépendance en 1953, puis à Saïd Fawzi, ancien président de l'Astom, que je croise régulièrement lors des manifestations du mouvement du 20 février en France, et qui nous parlera de l'impérialisme français et ses relations avec ce mouvement du 20 février, qui est la forme marocaine des soulèvements du monde arabe depuis le début de 2011, et nous dira aussi si dans cette forme particulière, on retrouve les traces d'une singularité du cas marocain. En tout cas, je vous remercie et je cède la parole à M. Abdallah Baroudi.